Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible, disait Saint-Exupéry. Avec mon podcast Connecting Leaders, je pars à la rencontre de leaders RH qui impactent le monde du travail à leur façon, grâce à leur audace ou par leur business. Bonjour, je suis Simonie Devec. Aujourd'hui, des RH externalisés part-time, j'aide les dirigeants et RH à engager et fidéliser les équipes. Comment offrir la meilleure expérience collaborateur où chacun puisse s'épanouir et performer. Vous pouvez soutenir le podcast en mettant 5 étoiles et en laissant un commentaire sur Spotify, Apple Podcasts et toutes les autres plateformes d'écoute. Belle écoute! Bonjour, je reçois aujourd'hui Samuel Durand, conférencier, explorateur du futur du travail et auteur de plusieurs documentaires et livres sur la thématique du travail. Suite à la sortie récente de son dernier documentaire Time to Work, nous sommes revenus sur la définition du travail, le sens profond qu'on y met, son activité en lien avec une envie profonde d'explorer le monde, la société, le travail avec optimisme et authenticité. Merci Sam, belle écoute. Hello Samuel, je suis ravie de t'accueillir sur mon podcast. Salut Simonie. Alors, tout d'abord, je vais te demander de te présenter sous l'angle que tu souhaites. Ouais, et ben écoute, merci pour l'invitation. Moi, je m'appelle Sam et ça fait 4 ans maintenant que j'explore les transformations du travail et j'ai démarré en réalisant une Learning Expedition. En gros, je suis allé voir des pratiques innovantes de pionniers, d'entreprises qui avaient je sais pas, qui avaient innové sur l'organisation, sur le management. Et puis, en creusant un petit peu ce sujet, je me suis dit que j'avais surtout envie de travailler sur des formats ludiques. Donc, je pense qu'aujourd'hui, j'aime autant bosser sur ce sujet-là de transformation du travail que de travailler sur les formats qui sont intéressants, qui sont ceux des documentaires et des bandes dessinées pour moi en ce moment. Et du coup, tu as travaillé avant ou tu étais jeune diplômé quand tu as commencé tout ça? J'ai jamais et toujours travaillé, c'est-à-dire que quand j'étais étudiant, j'ai jamais fait de stage, j'ai jamais travaillé en entreprise, mais j'ai créé une première boîte quand j'avais 19 ans qui était une marque de vêtements et j'ai travaillé en freelance aussi dès la première année d'école de commerce du coup. Et donc j'ai découvert le travail quand même assez tôt, mais pas le travail conventionnel qu'on imagine quand on fait des stages quoi. Donc tu étais freelance, tu faisais quoi? Je faisais majoritairement des missions en marketing digital pour des jeunes boîtes, des TPE qui se lançaient principalement quand même sur des levées de fonds communautaires, tu vois, des Ulule, des Kickstarter, pour les aider à mettre en place la stratégie digitale qui va faire que ça fonctionne bien. Et en fait, je tirais en freelance mes apprentissages de ce que j'avais vécu avec ma marque de vêtements avant. Tu vois, tout ce que j'avais fait avant pour la faire décoller, elle, bah, Ouais. du coup, je le vendais en freelance aussi. D'accord. Et ça a marché 1 an, c'est ça? Tu l'as fait 1 J'ai fait une an? vingtaine de missions comme ça pendant les 2 premières années d'école. Et ensuite, j'ai arrêté quand j'ai fait ce tour du monde, cette Learning Expedition, parce que j'avais plus le temps de m'occuper ni de la marque de vêtements, ni de ces missions freelance. Et donc, j'ai commencé à faire complètement autre chose. D'accord. Et donc ce tour du monde, tu peux nous en parler? C'était quel pays? Quel format? Comment tu t'as organisé tout ça? Ouais, alors ça m'a pris 6 mois pour le préparer. Ensuite, je suis parti pendant 6 mois avec une copine qui était en école avec moi. L'idée, c'était d'aller voir des entreprises, des personnes qui avaient été pionniers dans l'innovation managériale et organisationnelle, dans les outils, dans les façons même d'envisager le travail. Et donc, on a fait une centaine de rencontres d'entreprises. On a démarré à San Francisco, on était à New York, on était à Chicago, on était à Toronto. Après, on a fait pas mal en Europe. Et puis en Asie, on était au Vietnam et à Singapour. Et voilà, c'était très chouette. On a appris pas mal de choses. Et puis en rentrant, on a rédigé un rapport d'études qui racontait tout ce qu'on avait appris. Et en le rédigeant, et c'est là où je te disais, en fait, j'ai voulu travailler sur des formats beaucoup plus ludiques. C'est parce qu'en le rédigeant, je me suis dit, bah, c'est trop intéressant, mais c'est pas ludique, 250 pages de PDF, qui lit ça, quoi. Donc on va bosser sur des trucs qui sont plus sympas, donc documentaires. Et c'était un truc qui était hyper enrichissant, tu vois, d'un point de vue humain, déjà. On avait 20 ans, on partait, on a rencontré des gens qui étaient géniaux, on a appris Déjà énormément de choses. voyager comme ça, c'est génial. Ouais, et puis tu vois, l'image du salariat que j'avais assez négative en tant qu'étudiant, s'est bien estompée et j'en ai eu une image assez positive parce que j'ai vu plein de boîtes qui avaient des pratiques géniales et des gens qui s'éclataient de plein de façons différentes. Et donc ça m'a quand même redonné pas mal d'espoir et je pense à imprimer une vision assez positive du travail dès le départ. Alors tu utilises le mot espoir. Est-ce qu'il y a quelque chose de, je sais pas, tu avais déjà une déception dès que tu as été diplômé ou tu avais une image du monde du Ouais, travail ouais, ou... j'avais une image affreuse du monde du travail parce que c'est l'image que j'en avais, tu vois, c'était les boîtes qui venaient recruter sur le forum de recrutement, en gros, enfin le forum d'état des écoles où elles viennent toutes avec leur petite box chercher leurs étudiants qui vont venir faire leur stage dans alternance, le truc, et voilà, je trouvais ça affreux, quoi. Ouais. Et puis la promesse qu'elle te faisait, c'était pas ouf. Pas ouf dans le sens, pas d'autonomie. On te demande de faire un truc, mais pas forcément d'avoir des idées. Et je pense que ça convient à plein de gens qui ont besoin d'être encore dans le moule à ce moment-là. Mais moi, j'avais plus envie de ça. Et surtout, quand tu as goûté une fois l'autonomie et à être un peu responsabilisé dans ce que tu fais, dans ton travail, t'as plus forcément envie
juste d'exécuter en tant que stagiaire, quoi. Et donc, ce qu'on me proposait, la vision que j'avais du travail, la première vision que j'avais du travail en école était vraiment assez négative. Et cette expérience m'a permis de la modifier pour le mieux. Et donc, le documentaire, donc c'était un format que tu connaissais déjà. C'était pourquoi ce format? Non, c'est un peu hasard. Franchement, j'y connaissais rien en documentaire, mais c'est un peu l'époque où Netflix a commencé à faire des documentaires assez sympas. Arte aussi, tu vois. Et en fait, j'ai vu des formats où je me disais, attends, c'est marrant, j'ai passé 2 heures à regarder un truc sur une thématique qui m'intéresse pas nécessairement, dont je suis pas un fan absolu. Mais par contre, j'ai été captivé et je trouve que le format est trop intéressant pour rentrer dans un sujet. Et donc, je me suis dit, bah, ok, c'est peut-être ça le sujet. Et donc, allons creuser comment est-ce qu'on ferait pour se faire un documentaire. Et c'est là où j'ai rencontré Com, qui est la boîte de production de laquelle j'ai commencé à travailler, qui concrètement réalise les documentaires, hein. Moi, je suis l'auteur et le producteur, et eux sont les réalisateurs. On s'est très bien entendu direct. Au départ, je cherchais vraiment juste des réals, quoi, et j'ai trouvé des potes dans cette aventure. Et maintenant, ça fait 3 ans qu'on bosse ensemble et on continue. Et donc, on s'est lancé dans cette aventure ensemble en 2020. Juste avant le Covid, ouais, le premier documentaire, Work in Progress, il a été écrit avant le Covid et il a été tourné pendant, sorti pendant aussi. Mais il a été écrit avant, effectivement, et ce qui, en fait, montre bien que ce sont juste des tendances sur la transformation du travail qui ont été accélérées, mais qui étaient déjà latentes, en fait. Et que ce qu'on avait identifié avant le Covid était juste, et en fait, est sorti de façon juste plus apparente pendant le Covid. Alors moi, j'ai vu le documentaire, hein, Work in Progress à Lyon. C'était tourné à l'étranger. Vous les aviez tourné avant le confinement? En fait, ça dépend lesquels. Il y a eu 3 documentaires. Le premier, Work in Progress, on l'a tourné vraiment pendant le Covid. Vraiment de juin 2020, donc 2-3 mois après le début, jusqu'à tu vois, la fin de l'année. D'accord. Le deuxième, Why Do We Even Work, c'était aussi pendant le Covid. On l'a tourné en 2021, 2022. Et puis là, le Time to Work, le dernier qui vient de sortir il y a 2 mois, pour le coup, tu vois, qui est sorti en avril 2023. Lui, on l'a tourné. C'était un peu post-Covid, hein. Ça faisait 1 an que ça commençait à aller mieux. Et effectivement, c'était beaucoup plus simple en termes de logistique aussi. Ouais, parce qu'au Et, Japon, ils avaient rouvert ouais, les frontières. on n'avait pas prévu d'aller au Japon au départ, en fait. Et c'est quand le Japon a réouvert ses frontières, on s'est dit, mais oui, mais allons-y direct, quoi. En fait, on avait quand même en tête, on s'est dit, ah, ce serait vraiment bien d'aller au Japon pour ça. Mais comme les frontières étaient fermées, on s'est dit, bon, c'est impossible. On avait tiré une croix dessus. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était jouable. Et en last minute, on a tout organisé, quoi. Et ça s'est fait. Ton sujet, c'est vraiment le travail. Est-ce que tu penses qu'il y a une redéfinition du travail à faire? C'est carrément le sujet, et même cette question de la définition du travail, c'est vraiment l'angle qu'on a pris pour ce dernier tome, Time to Work. Et on termine avec un témoignage d'un anthropologue que j'adore, James Huseman, qui lui redéfinit le travail d'une façon que je trouve très intéressante, parce que c'est une définition qui me paraît assez universelle. Il explique en gros le travail, c'est une dépense d'énergie dans un but précis. Et donc, je trouve ça chouette parce que ça permet d'avoir du coup une vision assez universelle, parce que ça prend en compte le travail gratuit. Ça prend en compte aussi tout ce qu'on fait qui n'est pas considéré comme du travail, qui peut être considéré comme du bénévolat ou comme du bon sens, mais qui en réalité est du travail, parce que c'est une dépense d'énergie dans un but précis. Et donc ouais, je crois qu'on... Ou l'engagement associatif? Ça Ouais, peut par être, exemple, ouais. mais même ne serait-ce que faire le ménage chez soi, tu vois, ou de cuisiner, ou d'élever un enfant, ou d'être un proche aidant. Et je trouve que c'est une meilleure définition que juste c'est une activité rémunérée, ou c'est une activité de production, parce que parfois c'est pas la production. Donc, tu n'as pas bossé en entreprise. Tu as eu d'autres expériences, on va dire. Est-ce que pour toi, il y a eu une expérience qui t'aurait marqué, je sais pas, une bonne expérience? À fond, moi j'adore mon travail, je bosse beaucoup, et Ouais. j'adore ce que je fais, mais pour plein de raisons. En réalité, c'est difficile de trouver un seul bon souvenir, mais je pense que j'aime toutes les parties de ce que je fais. C'est-à-dire que quand on fait les interviews, je me sens super privilégié de passer un moment avec les speakers qu'on va interviewer, et donc c'est des très bons moments. J'ai souvenir justement de ce James Huseman, même dans le documentaire précédent, quand on va interviewer Peter, l'artisan à Chamonix qui fait ses skis en bois. C'est énorme parce que c'est un moment un peu de grâce presque, où il parle, et tout ce qu'il dit, qui a 1000 lieues du monde corpo des entreprises, en fait, résonne énormément avec tous les enjeux de management, de leadership, et c'est assez dingue. Et donc, tu te dis, ouais, c'est fou, la matière est exceptionnelle, on va pouvoir l'exploiter pour le documentaire, ça va être trop bien. Après, les moments de montage sont géniaux. Et puis, voilà, je pense que là, cette année, le meilleur souvenir, en tout cas, c'était lors de la toute première projection de Time to Work à Paris, quand on l'a présenté pour la première fois, que le film s'est terminé, que là, le générique terminé, rideau, on rallume les lumières, puis on va en parler un peu. Là, il y a une émotion, quoi. Ouais. C'est assez ouf. Donc, ouais, ça, c'est un très, très bon souvenir de travail. Ouais. Alors, dans le documentaire Time to Work, vous avez tourné en France, au UK, au Japon. Pourquoi ces choix de pays, en fait? Et pas les États-Unis? Alors, on n'a pas été aux États-Unis pour celui-ci parce qu'on était déjà pour le précédent. Et il y a de bonnes chances qu'on y retourne pour le prochain aussi. C'est pas arbitraire pour le coup. Et en fait, d'ailleurs, les pays importent pas grand-chose. L'idée, c'est de se dire, on va plutôt chercher une entreprise, des pratiques innovantes au sein d'une boîte, et on se déplace pour la boîte plus que pour le pays. Après, c'est vrai que pour le coup, à Stockholm, quand on va voir Mentimeter, c'était moins pour la boîte que pour la culture scandinave. C'est peut-être la seule exception où effectivement,
Quand on va voir Mentimeter, on se dit pas on va absolument voir Mentimeter, même si effectivement ils sont très bien pour ce qu'on voulait montrer. Mais, euh, mais c'était plus comprendre un peu la culture suédoise, la culture de travail scandinave. Et donc là, c'était un choix. Mais le reste, c'est plutôt pour des entreprises en réalité, qu'on se déplace plus que pour un pays. Mais au Japon, c'est un sociologue, il me semble, ça, un sociologue. Et au Japon, c'est ça, c'est un chercheur, sociologue, professeur qui est génial, Hiroshi Ono. Et lui, pour le coup, alors le Japon, c'était un petit peu différent. C'était effectivement pas pour une entreprise, parce que le Japon, c'était plutôt pour. Généralement, dans un documentaire, on a une vision très positive du travail. Et le Japon, c'est plutôt pour le critiquer, là, sur l'épuisement au travail, sur le karoshi, la mort par excès de travail. Et donc, c'était pour montrer un peu une version extrême de à quel point on peut avoir un rapport malsain au travail. Et donc, on l'utilise pour ouvrir le documentaire, pour le terminer avec une note un peu plus positive quand même aussi sur le Japon. Mais ouais, c'était, pour le coup, c'est un autre cas un peu à part dans lequel on va pas juste pour un pionnier qui a des bonnes pratiques au Japon. Puis ce qui est intéressant avec ce sociologue, c'est qu'il avait du recul par rapport à beaucoup de Japonais qui, déjà, ne parlent pas très bien anglais, donc c'est assez difficile de trouver un. Mais lui avait vécu quasiment 10 ou 15 ans de sa vie en dehors du Japon, en Suède, aux États-Unis. Il avait enseigné là-bas, il parlait en anglais parfait. Et donc, c'était idéal pour une personne qui avait pris un peu de recul aussi sur la culture japonaise du travail et pouvait la comparer à d'autres pays. Il y a aussi l'exemple de LDLC avec la Ouais, semaine de 4 jours. pas très loin Avec d'ici, à Lyon. monsieur... Voilà, exactement. Donc, on parle justement de mieux travailler, d'accorder du temps justement pour d'autres choses que le travail. Est-ce que tu penses que, voilà, de toutes ces réflexions que tu as, tout ton travail, etc., comment on peut mieux justement répartir ces temps de vie Bah, l'approche de LDLC, elle est intéressante parce que c'est la première boîte mondiale qui a mis en place de façon définitive la semaine de 4 jours, avec une approche assumée de se dire qu'il faut un temps pour soi, qui soit séparé du temps de travail, et que ce temps pour soi, c'est pas en finissant sa journée plus tôt qu'on le trouve, c'est en ayant une vraie journée qui est une vraie séparation. Alors, il y a plein d'autres entreprises qui font la semaine de 4 jours, il n'y a pas que LDLC, mais LDLC, ce qui est intéressant, c'est que par rapport aux autres boîtes qui sont quasiment toutes du tertiaire, eux, ils mélangent des personnes qui bossent effectivement dans des bureaux, mais aussi d'autres qui bossent dans des boutiques et des personnes qui travaillent dans des entrepôts. Et en fait, ils montrent que c'est quand même possible à grande échelle, avec plus de 1000 salariés, dans plein de secteurs différents. Et ils assument ce côté-là, en fait, on doit séparer le temps professionnel de la vie personnelle. Moi, je me reconnais moins dans cette séparation-là, plutôt dans l'intégration totale, mais je me rends compte en faisant plein de projections du documentaire qu'il y a quand même une bonne moitié des gens qui ont besoin de faire une franche séparation entre pro et perso, et que la semaine de 4 jours est une bonne façon de le faire, parce que tu gardes à peu près la même productivité, voire tu peux l'augmenter un petit peu, mais en revanche, tu t'améliores quand même considérablement le bien-être, parce que tu as un vrai temps pour toi. Et je pense que ça peut être un modèle pour plein de boîtes en réalité qui ont besoin de se rendre compte de la valeur du temps de chacun, qui ont besoin aussi de se rendre compte que parfois il y a des activités où on perd du temps et on pourrait en gagner et on pourrait faire autre chose à ce moment-là. Et LDLC, pour le coup, assez leader là-dedans. C'était un chouette témoignage. Dans le livre Work in Progress, tu parles de Remotive, donc la boîte de Rodolphe Dutel, que Ouais, je connais aussi. Donc lui, il est très porté sur le full remote, donc carrément. travailler de n'importe où sans bureau. Est-ce que c'est aussi une solution finalement pour mieux aussi allouer tes temps de vie? Ouais, pour les métiers qui le permettent, le télétravail, c'est une bonne solution, effectivement. Et Rodolphe, on l'a interviewé dans le premier documentaire, Work in Progress, donc on en parle un peu dans la BD, qui est l'adaptation du premier documentaire. Ouais, le télétravail, c'est clair. Alors après, ça dépend, en fait, parce que il y a des gens qui vont pas arriver à faire eux-mêmes la coupure entre pro et perso. Et en fait, c'est à soi de s'imposer ses propres barrières, du coup, quand on est libre de s'organiser comme on le souhaite sur la journée de travail. Et du coup, bah, effectivement, tout le monde est pas capable de le faire. Et donc, parfois, on a besoin d'un petit peu d'aide là-dessus pour arriver à se gérer. Mais quand on est capable de pas se laisser juste manger par le travail et de ne faire que ça, je pense que c'est un super outil, effectivement. Et j'ai du mal à comprendre comment des entreprises, elles sont quand même de moins en moins nombreuses, mais arrivent encore à refuser le télétravail ou à demander le retour au bureau de façon systématique. Mais j'ai le sentiment qu'on a quand même trouvé un équilibre où la plupart des gens se rendent compte de l'importance d'aller au bureau aussi, mais de leur plein gré, et que c'est pas subi en fait, c'est assez choisi. Et donc majoritairement, la plupart du temps, on a quand même un équipe qui marche assez bien, où c'est assez libre. Voilà, on est sur une moyenne de 2-3 jours par semaine, et je crois que c'est assez cool. Moi, ça me parle bien. Et le tout télétravail, je pense que ça va super bien à plein d'autres gens aussi, mais c'est un autre contexte. C'est d'autres types de métiers, d'autres types de boîtes Voilà, c'est ça. aussi, d'autres cultures Tous les d'entreprise. métiers, voilà, Et toutes les exactement. boîtes passeront pas au full remote, même si. Et je pense que c'est super précieux pour des boîtes qui sont construites comme ça. Très difficile à très grande échelle pour une boîte qui va changer de culture d'arriver à ça. Et je suis pas sûr qu'elle en ait besoin en réalité. Est-ce que tu penses que le travail peut être une source d'épanouissement possible? Ah bah absolument, c'est mon moteur, hein. C'est-à-dire que le travail, hein, on doit s'éclater dedans, hein, pour plein de raisons différentes. Tu vois, que ce soit parce que je sens que j'apprends quelque chose et donc quand j'apprends quelque chose, bah, je m'épanouis. Soit parce que je noue des relations, c'est du lien social, parce que c'est un sentiment de reconnaissance, un sentiment d'utilité.
il y a plein de façons de trouver un intérêt dans le travail, mais effectivement, je pense que ça doit être un des vecteurs d'épanouissement. Il n'y a pas que le loisir, il n'y a pas que l'oisiveté, effectivement. Je pense qu'on peut globalement trouver du plaisir dans à peu près n'importe quel métier. Même des métiers qui sont pénibles, même des métiers qui sont difficiles, parce qu'on va valoriser d'autres choses. Si on a un métier qui est pénible, par exemple, d'un point de vue physique, d'un point de vue, même d'un point de vue cognitif, peut-être parce que c'est épuisant mentalement ou physiquement, peut-être que c'est dans d'autres choses, dans le sentiment d'utilité, dans le sentiment de reconnaissance, qu'on va trouver du plaisir et donc de l'épanouissement. Alors que pour d'autres, c'est pas le cas. Après, il y a des gens qui trouvent pas de plaisir dans le travail et qui vraiment se disent bah, je bosse et ça finance le reste de ma vie et c'est là où je m'éclate à côté en fait. Mais je trouve ça dommage en fait de se dire que du coup 8 heures par jour on fait un truc qu'on n'aime pas et que c'est juste par défaut, que c'est juste en attendant que la vraie vie démarre après le week-end, les vacances, tout ça. Et je pense que même dans des métiers assez difficiles on peut quand même trouver du sens. Il faut juste se poser les bonnes questions, de se dire bah, quel est l'environnement qui me correspond et en fonction, une fois qu'on a défini l'environnement qui nous correspond, bah, aller trouver ce job là. Mais je pense à des métiers, je sais pas, comme éboueur par exemple, qui sont des métiers souvent nommés là-dessus et qui sont compliqués, sur des horaires qui sont difficiles, qui sont physiques aussi, avec des mauvaises odeurs. C'est quand même des gens qui ont une haute connaissance de l'importance de leur métier d'un point de vue sanitaire, d'un point de On vue l'a bien santé. vu à Paris. Ouais, on l'a vu à Paris récemment, hein, mais ils en ont conscience. Et donc ça, je pense que c'est un vrai levier de motivation. Mais en réalité, le métier des boueurs, je pense qu'il serait bien plus attractif si on modifie les horaires peut-être déjà de travail, et puis revalorisation aussi du salaire. Et ça, c'est des leviers de motivation sur lesquels on peut jouer et qui rendent le métier attractif et qui font et il y a plein de gens qui s'éclatent en fait dans des métiers qui pas que éboueurs mais qui sont dits comme pénibles aussi pour d'autres raisons et c'est pas les mêmes que ceux qui télétravaillent et heureusement on cherche pas tous la même chose dans son job mais il faut se poser les bonnes questions d'abord plutôt que d'être aigri et se plaindre de son travail à longueur de Et puis journée. t'en as aussi qui sont en télétravail ou qui sont derrière un écran et qui s'ennuient. Ouais, bien Il y a sûr. aussi c'est ça aussi. Mais Oui, ils ne trouvent pas de sens en fait. C'est plus ça. ouais, ils trouvent pas de sens. Et puis au-delà même du sens, ils n'arrivent pas à couper. Ce qui est souvent les gens qui bossent dans un lieu précis et qui ne peuvent pas faire de télétravail parce que le métier ne le permet pas, ont envie de ceux qui peuvent en faire. Mais le truc, c'est que ceux qui peuvent en faire, eux, ils n'ont pas de coupure. Quand ils rentrent à la maison, bah, ils peuvent continuer à travailler, ça ne s'arrête jamais. C'est d'autres avantages, d'autres inconvénients. C'est juste pas comparable en fait. C'est des métiers qui sont assez différents en réalité. Et je pense vraiment qu'on peut s'éclater de plein de façons différentes, peu importe le métier. C'est un choix aussi. Tu vois, je pense qu'il faut se poser les bonnes questions. Et puis après, à un moment donné, c'est l'épanouissement personnel, mais ça touche aussi tu vois, à la vision qu'on a du bonheur. Est-ce qu'on arrive à se contenter de peu, à être heureux avec des petites choses, ou est-ce qu'on a besoin d'assouvir des désirs toujours plus grands et de toujours se plaindre. En fait, c'est aussi une mentalité, quoi. Et après, ça, c'est un choix, du coup. Toi, par contre, t'as l'air épanoui en tout cas. Moi, je m'amuse bien dans ce que je Ouais, fais. Hein. c'est ce qui compte. Ouais, je m'éclate Ouais. bien dans ce que je fais. Et je pense que je ferai plein de choses différentes dans ma vie. Et j'espère m'éclater toujours autant. Donc, ouais, carrément. Alors, on va parler un peu de ton business model, Ouais. parce que tu as plusieurs business, on va dire. Donc, tu as les documentaires, tu as les livres. Ouais. Bon, Euh, les livres, pour le coup, c'est pas vraiment un business. ouais, J'ai c'est plus du jamais te dire contenu. que c'est plus un hobby. Hein. Non, mais Ouais, tu sais, sur un bouquin, en tant qu'auteur, quand t'es édité, nous, on est deux auteurs, on touche pas grand-chose. Hein. Tu vois, c'est l'affaire d'1 euro par livre. Hein. Donc, ouais, ouais. tu vis pas avec ça, quoi, par rapport au temps que tu investis dessus. Mais moi, je vois ça comme un plaisir. Par contre, tu vois, D'accord. enfin, ce qui est en gros le business model de Work in Progress, c'est-à-dire que le documentaire, pareil, il me rapporte pas d'argent parce que le documentaire, il y a des partenaires qui sont sur le documentaire, qui sont positionnés dessus, avec lesquels on a des partenariats à l'année, mais ça aide à financer la production du documentaire, pas tellement à me rémunérer. Ce qui me rémunère en revanche, c'est qu'une fois que le documentaire est sorti, je l'utilise pour faire des interventions dans les entreprises ou des conférences. Et donc D'accord. ça, Et c'est c'est quelque ça, chose en qui me fait, rémunère. Ça, c'est mon business ton model. business Et model. c'est grâce à ces conférences-là, qui du coup en très peu de temps me rapportent de l'argent, parce que c'est 1 heure, tu vois, et ça c'est rémunéré, il n'y a pas de frais, bah, que je peux financer des projets comme les documentaires, comme la bande dessinée, comme le fait de créer du contenu sur des podcasts ou des newsletters gratuites ou de passer du temps à faire la recherche, plein de trucs. Donc c'est ça le business model. Clairement, c'est les conférences et le reste, voilà, bande dessinée, c'est juste pour le plaisir et puis documentaire, je gagne pas d'argent mais j'en perds pas non plus quoi. C'est financé, la production est financée. D'accord. Je sais pas, moi, je vois le documentaire, je le vois comme quelque chose d'assez onéreux finalement, mais si tu me dis, il y a des partenaires. J'ai l'impression que c'est une grosse usine en fait, Ah avec ma ouais, perception. non mais ouais, c'est un gros budget pour le coup. C'est Ouais. sur le précédent, sur le Time to Work, on En plus, était. vous avez voyagé, etc. Enfin, tu Ouais, ramènes une ouais, non mais c'est équipe, complexe. donc voilà, C'est un an de travail. Hein. c'est ça, On est voilà. on est sur un budget Et ça autour. prend du temps, tu vois. Enfin, C'est sûr, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai la chance d'être entouré de partenaires qui soutiennent le projet et avec lesquels on construit, mais c'est des choses que les gens ne voient pas forcément, mais il y a un peu d'enjeu de communication, effectivement, il y a les logos des partenaires sur l'affiche, mais c'est un peu tout. En termes de communication, il y a pas mal de choses,
mais il y a un enjeu de transformation. C'est-à-dire qu'on se retrouve sur des événements, sur des séminaires, sur des projections privées qui ont lieu en interne de ces entreprises-là. On a des moments sur lesquels on se retrouve entre nous, sur lesquels il y a un enjeu de transformation aussi au-delà de la communication. Et donc, avec ces partenariats-là, ça peut même financer à la fois le documentaire et tout ce qu'on construit autour, qui sont des contenus et des événements avec les partenaires. Et voilà. Et après en revanche, c'est vraiment sur les conférences où je gagne de quoi manger et vivre, quoi. Quels sont tes prochains projets? Donc, il y a une nouvelle BD qui va sortir. Exactement, une bande Voilà. dessinée, la suite qui sortira cet automne. Et puis, dès le mois de septembre, je vais travailler sur. Enfin, je travaille déjà maintenant, mais je travaillerai en public. On commencera à tourner le prochain projet qui ne sera pas un documentaire, qui sera filmé, qui sera a priori une série d'épisodes. Mais on n'a pas encore totalement dévoilé tout, ni sur la forme, ni sur le fond, parce que c'est en train de se gérer en ce moment, en fait. Parce que je suis en train d'écrire, je suis en train de sélectionner les bonnes personnes, de sélectionner les bons formats. On en parle beaucoup avec l'équipe de prod. Donc, C'est toujours la même équipe, du coup? Tu ouais, travailles toujours avec ce les que je mêmes peux dire, personnes? ça sera avec la même équipe. Il y aura toujours une vision positive du travail. Ça sera un autre angle, toujours au sein du futur du travail. Et c'est beaucoup plus complexe. C'est un challenge beaucoup plus complexe, à la fois sur le fond et sur la forme, ce qu'on s'est fixé. Donc, ça va pas sortir tout de suite, quoi. C'est ça Bah, que tu en veux gros, dire? si on mettra après autant de temps que sur les autres, puisqu'on soit D'accord. meilleur, ça sortira à l'automne, non, pas l'automne, au printemps 2024. Mais on va commencer à le filmer dès septembre, là. Donc, ouais, D'accord. prochain projet, c'est ça. Et puis là, ce qui m'occupe au mois de juin, beaucoup, et un peu début septembre aussi, c'est il y a quand même pas mal de projections de Time to Work. J'ai à peu près une vingtaine de projections encore là. Donc, À travers la France aussi? beaucoup, ouais, c'est beaucoup à Paris, mais j'en ai un peu partout en France quand même, hein. Ouais, si, je vais aller à Strasbourg, je vais aller où encore? Je vais aller à Montpellier, je vais aller en Bretagne, à Lille. Ouais, si, je bouge un peu quand même, c'est cool. Et tu le sors en dehors de la France ou pas? Le documentaire est diffusé partout dans le monde. Et après, j'interviens de temps en temps aussi à l'international, mais c'est quand même moins fréquent. Et puis, souvent, enfin, si c'est un truc aux États-Unis, je vais le faire en Zoom. Je vais pas aller prendre un avion pour 1 heure de conférence à New York. Ce dont Rodolphe Dutel m'avait parlé, il me disait qu'à l'époque, lui, il disait que c'était une aberration, quoi. Il avait été, je crois, à Kuala Lumpur pour une conférence de genre 20 minutes et retour, quoi. Et la boîte payait ça. Et tu te dis, mais ouais, c'est vrai L'empreinte que c'est un. carbone. Non, mais l'empreinte carbone, le temps perdu, enfin, c'est hallucinant, quoi. Et ça n'existe plus aujourd'hui, et heureusement, quoi. Donc, ouais, non, mais je fais quelques interventions, tu vois, à l'international. Tu vois, Bruxelles, Madrid, Barcelone, Londres, par exemple. Mais voilà, c'est des trucs qui sont accessibles en train, qui sont des villes dans lesquelles j'ai envie d'aller aussi. Et j'ai le luxe de pouvoir choisir les interventions que je fais maintenant, donc c'est assez chouette. Bon, en fonction de la ville, pas uniquement, mais en fonction de l'audience, du public, de la boîte. Donc, ouais, c'est assez cool. Il y a pas mal de projections. Et puis, j'arrive toujours à trouver un intérêt à y aller parce que même si c'est le même documentaire, alors je regarde plus le documentaire, mais les débats qui suivent le documentaire, je trouve qu'ils sont toujours intéressants parce qu'ils sont différents. Un même contenu n'est pas perçu de la même façon par les personnes. Je trouve que ça, c'est des moments qui sont assez précieux, qui me permettent moi aussi, du coup, de voir différemment mon documentaire et donc d'imaginer la suite avec ces conversations-là, tu vois, sur d'autres thématiques. Et puis, c'est toujours quand même hyper gratifiant de se dire qu'il y a, je sais pas, 300 personnes qui se sont déplacées dans une salle pour voir le documentaire. C'est toujours un plaisir, quoi. On l'a fait pour ça, donc j'y vais toujours avec grand plaisir dans ces différentes projections. Ouais, je m'étais fait la réflexion quand j'ai regardé la projection du film, c'est que, mais après j'ai eu la réponse. Je me demandais est-ce que c'était toi qui parlais, mais en fait non, c'était pas toi. Alors, ça dépend de quel documentaire on parle. Le premier, c'est ma vraie voix off. Donc, c'est moi qui parle. Ah ouais? Et OK. du coup, si vous avez vu le premier et les deux suivants, vous allez le voir directement. Effectivement, deuxième et troisième documentaire, c'est pas moi. C'est une voix off dont le métier est d'être comédien. C'est un gars qui vit en Californie et vraiment, il est comédien de métier, quoi. Comédien voix et il fait des voix off pour plein de trucs, pour des films, pour des pubs aussi, pour plein de trucs. Et donc, D'accord, c'est pas ouais. ma voix. Ça aurait pu, hein, enfin, ça aurait pu être toi, hein, mais Bah, c'est moi après qui juste l'ai à un écrit, moment, c'est ouais. censé être ma voix off en fait, Ouais, ouais. mais c'est pas ma voix. Non. Bah, en fait, quand on me connaît dans la vraie vie, du coup, on s'en rend compte. Mais en réalité, il y a plus de gens qui ont vu le documentaire et qui ne me connaissent pas dans la vraie vie que des gens qui me connaissent. Donc ça fait bizarre à ceux qui me connaissent, mais c'est pas grand chose par rapport à ceux qui me connaissent pas. Par contre, Laetitia Vito qu'on voit dans le film, elle, Ah bah c'est c'est sa sa vraie vraie voix. voix. Ouais, Et en elle l'air, est, on n'aurait aucune idée du fait qu'elle est française. On pourrait pas se le dire, c'est hein. ça, Elle a un un tel accent. accent British, C'est ça, c'est assez ouf. exactement. C'est clair. Alors j'aimerais demander à mes invités, quels sont, leurs drivers? Qu'est-ce qui te fait me lever le matin? Enfin, moi, je pense que j'ai deux levées motivation. Le premier, c'est l'apprentissage. Et c'est aussi pour ça qu'on fait un nouveau projet, tu vois, qu'on fait pas un work in progress 4 à la suite logique, en fait. Repartir de zéro, avoir tout à prouver, tout à apprendre, tout à essayer. Cette position d'outsider, c'est ce que j'aime beaucoup. Donc ça, clairement, c'est un de mes premiers levées de motivation. Pareil pour la bande dessinée, tu vois, quand je me suis lancé là-dedans, bah, je savais pas comment est-ce qu'on faisait une BD, j'y connaissais rien, donc c'était vraiment tout neuf pour moi.
Et le deuxième, je pense que c'est l'environnement de travail. Et quand je dis ça, c'est à la fois la flexibilité que m'offre ce train de vie, c'est-à-dire que je peux télétravailler depuis à peu près n'importe où. Et donc, tu vois, j'étais en Croatie sur une petite île quelques jours là pour travailler ou t'avais des... pour travailler, pour le documentaire juste pour travailler, tu vois, pour me juste changer de pour lieu. pour m'isoler, pour écrire D'accord. le prochain projet, et voilà, très au calme. Et j'ai fait que ça, c'est trop bien. Et puis c'est l'environnement de travail, c'est plus que la flexibilité, c'est aussi tu vois, les gens que je rencontre. C'est-à-dire que je sais que j'aime passer du temps avec les réalisateurs, avec les partenaires, avec les speakers qu'on va voir et avec les gens qu'on retrouve après sur les projections du documentaire. Et donc c'est tout l'environnement de travail dans lequel ce projet-là me projette. Ça c'est un truc qui me motive. Donc ouais, apprentissage et puis environnement de travail, je pense. Et après, évidemment, le fait de contribuer à une mission, d'aider des gens à se poser de bonnes questions sur le travail. C'est un plus, c'est pas mon levier de motivation, j'ai pas l'impression, le sentiment d'utilité et de reconnaissance et de mission. Un petit peu quand même. Non, mais c'est un gros plus, carrément, voilà. c'est hyper gratifiant. Et je prends énormément de plaisir à lire les messages qu'on m'envoie pour me dire j'ai vu le documentaire, j'ai vu la BD, ça m'a fait un déclic, j'ai adoré, ou à tester ça, c'est trop bien et tout. J'adore. Mais je dirais pas que c'est ça qui me fait lever le matin. Ça serait mentir de dire ça, quoi. Moi, je me lève le matin vraiment pour les gens avec lesquels je vais passer la journée et pour tout ce que je vais apprendre. Et après, le fait de me sentir utile, c'est cool. Mais c'est un bonus. En plus, un bonus, ouais. Donc on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, t'es sur LinkedIn, t'es un peu sur Insta ou c'est plus je suis sur Insta aussi, c'était perso au début mais ça devient pro, en fait tout se mélange, donc en réalité voilà, exactement. c'est les deux. Ouais, on peut me suivre sur Insta aussi, c'est possible. Et ta newsletter, donc le billet du futur. Ouais, le billet du futur. Les deux meilleures façons de me parler ou de me connaître, c'est sur LinkedIn et sur effectivement email sur le billet du futur, où j'écris toutes les 2 semaines sur les transformations du travail, sur mes réflexions du moment, sur plein de trucs. D'accord. T'as aussi un podcast. J'ai aussi un podcast qui s'appelle Working Less, qui lui était quand même assez lié au documentaire sur le temps de travail, qui s'interroge sur notre rapport au temps, effectivement. D'accord, super. Merci beaucoup Sam. Merci Simonie. Merci d'avoir écouté cet épisode de Connecting Leaders. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez soutenir le podcast en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute ou en le partageant autour de vous, ou encore en laissant un commentaire sur Apple Podcasts. Merci et à très vite.